Quand on fait une découpe assez précise du vote prolétaire, le vote prolétaire, massivement, on le retrouve dans l'abstention et on le retrouve chez Trump. On a dans cette vaste zone centrale qui traverse les États-Unis, toute une déliquescence industrielle, toute une déliquescence sociale qui représente un tout petit peu, toute proportion gardée, ce qu'on a connu dans l'Angleterre post-thatchérienne, quand toutes les industries traditionnelles ont été quasiment explosées par les restructurations financières que précisément la domination réelle impose. Donc, dans le vote Trump, on l'avait dit, il y a toute une manifestation ouvrière de récusation des élites de la gauche du capital. Alors, de ce point de vue-là, ça n'apporte rien à la critique radicale, parce que, bon, on sait bien que Trump, comme Clinton, c'est deux fractions du capital, ce sont deux fractions étatiques, et que de toute manière, l'émancipation antipolitique du prolétariat, elle ne se fait pas sur le terrain de l'économie et de l'État, mais elle se fait contre l'économie et contre l'État, et surtout pas sur le terrain électoraliste. Par contre, c'est intéressant comme symptôme. Ça signifie que, de la même manière qu'on assiste là, et là encore, toute proportion situationnelle gardée, à la totale déliquescence de la gauche du capital, en France, on assiste quelque part à la totale déliquescence de la gauche américaine classique, dans la forme à la fois politique et associative de l'hégémonie démocrate sur la bien-pensance. Donc, quelque part, la société américaine, dans toutes ses contradictions, et d'abord dans la contradiction prolétariat-capital, a dit cette bien-pensance de la gauche clintonienne, on n'en veut plus. Donc, il y a réellement, dans les tréfonds de la société américaine, une recomposition qui est totalement à l'inverse de toute la domination culturelle que l'on a connue dans les années 60, que l'on a connue dans les années 70, à travers justement ce magistère que la gauche du capital avait décidé d'incarner, mission qu'elle s'est arrogée, et on est donc bien là aussi à la fin d'un cycle. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de ce cycle, au regard des mystifications idéologiques, on a quelque chose de très décisif dans la manière dont va évoluer l'appareillage Trump par rapport à l'évolution qui aurait été celle de l'appareillage Clinton. On est à un moment, et là encore, il faut renvoyer à la crise de la baisse du taux de profit, il faut renvoyer à la crise de l'impérialisme américain dans la domination réelle achevée, il faut renvoyer à la crise du dollar dans le cadre de la dématérialisation de la monnaie, et il faut bien évidemment renvoyer à la totale fictivité de l'hégémonie du billet vert sur le monde. Et donc, à partir de là, on comprend que la fuite en avant qui avait été mise en mouvement dans le cadre des pouvoirs successifs que les néoconservateurs avaient su générer, est elle-même entrée en crise. Et donc, aujourd'hui, il est évident que la forme dynamique essentielle à partir de laquelle la dialectique du chaos se mettait en marche sur le monde, avec l'explosion du Moyen-Orient, avec l'intensification du terrorisme de masse voulu par le Pentagone et la CIA et toutes leurs succursales, à la fois en Europe et dans le Moyen-Orient, est entrée dans une phase de difficulté majeure. Donc, c'est pas, là encore, Monsieur Trump, soyons dans la matrice hegelienne de la raison dans l'histoire, et au regard des luttes de classe en France ou du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, en situation dialectique de compréhension que l'homme politique qui, à un moment donné, survient, ne fait rien. Il incarne simplement le fer de l'histoire, tel que la dialectique déterministe des nécessités le rend précisément en nécessité d'être cette nécessité. Donc, la politique Clinton, c'était la continuation de la fuite en avant dans un impérialisme violent, dans un impérialisme terroriste
et dans un impérialisme qui se structurait dans le chaos de la désorganisation. La forme supérieure de l'organisation de l'impérialisme américain jusqu'à présent, c'était effectivement le chaos indistinctif de la marchandise partout répandu. Dans un premier temps, ça a pu effectivement donner l'impression que c'était porteur et que ça donnait à l'hégémonie américaine une stabilité dans l'instabilité, puisque c'était précisément la stabilité par le chaos et la stabilité par la terreur. Marx nous a appris que la classe capitaliste et que le gouvernement du spectacle mondial, qui en est aujourd'hui en quelque sorte l'incarnation suprême, ne sont pas des structures statiques et homogènes. Il y a dans la classe capitaliste, il y a dans le gouvernement du spectacle mondial des forces qui tournent, qui se contournent, qui se posent, qui s'opposent. Aujourd'hui, à Davos, dans le cadre de toutes les mafias politiques internationales qui tournent autour de la réorganisation mondialiste de la marchandise, on a des gens qui sont pour Macron et on a des gens qui sont pour Fillon. Le bras droit de Fillon, c'est De Castres. Et les bras droits et les bras gauches de Macron sont dans la même mouvance. Donc, le pouvoir de la marchandise, et encore plus quand il y a crise, s'hétérogénéise. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le développement du capital, qui veut restructurer par le biais de l'OTAN et par le biais du FMI la province européenne de l'Amérique, est opté de manière homogène pour une direction unique. Il y a toute une série de couches bancaires internationales et industrielles qui sont pour Fillon et d'autres qui sont pour Macron. Il y a donc la même problématique à avoir dans le cadre du développement déterministe des forces productives au regard de l'élection de Trump, de la même manière qu'on a des secteurs à la CIA, au Pentagone, qu'on a des secteurs financiers, qu'on a des secteurs industriels, tout ça organise une hétérogénéisation massive de l'appareil d'État dans ses déliquescences, dans ses reconversions et dans ses projets de survie. Donc, le gouvernement du spectacle mondial, la classe capitaliste américaine, dans leurs interactions multiples, ont des projets qui sont des projets différents. Il y a un certain nombre de secteurs qui étaient ou qui sont pour continuer le chaos infini en Ukraine, en Syrie, en Irak, et on a d'autres fractions qui sont pour essayer d'organiser des partenariats multipolaires qui géreront de la même manière le monde impérialiste de la marchandise, mais dans une politique beaucoup plus souple, beaucoup moins conflictuelle, qui pour certains secteurs apparaît comme plus rentable. On a d'ailleurs le même problème avec la situation en Palestine et en Israël. Vous avez des secteurs qui se rendent bien compte que le chaos de la guerre sans fin, même si effectivement il met dans la région Israël en position de domination, compte tenu des enjeux financiers, démographiques et géostratégiques sur le long terme, produisent simultanément, au moment où ils renforcent la position d'Israël, une fragilisation de longue durée. Vous avez donc dans la classe capitaliste israélienne des gens qui sont absolument opposés à tout accord avec les Palestiniens, et vous avez des gens qui sont ouverts à un certain nombre d'accords possibles parce que ça leur paraît, dans la nécessité du long terme bien géré, plus rentable et plus sécuritaire. Aujourd'hui, on va aller vers un rapprochement entre Trump et Poutine. Ça ne change strictement rien à la dictature mondiale de la marchandise. Poutine et Trump sont deux incarnations des différents raquettes politiques qui veulent effectivement continuer en leur zone d'influence d'asservir la part d'humanité qui leur revient à l'obligation salariale et étatique de la domestication universelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise du capital, la baisse du taux de profit, a tout usé et que toutes les politiques qui étaient en mouvement dans les années 80, 90 et 2000 sont en train de se retourner, de se dévitaliser et de se désagréger. La politique des 2 mandats d'Obama, c'est le chaos universel partout, qui a pu donner à croire à certains dirigeants que c'était un moyen pour eux d'asseoir leur domination, c'est vrai,
Mais il y a d'autres courants qui considèrent que cette manière d'asseoir la domination est dangereuse et finalement peu rentable dans la très très longue durée. Donc on va avoir une politique qui sera à rebours de celle d'Obama et de celle de Clinton. C'est toujours une politique capitaliste parce qu'un État mène toujours une politique capitaliste, contrairement aux lubies et aux mirages néo-proudhonistes. Les groupes radicaux, la pensée radicale, c'est que le problème n'est pas de changer l'économie et la politique, mais de les détruire, parce qu'il s'agit de liquider l'État, de liquider la marchandise et de liquider l'argent. Ceci dit, il faut comprendre ce qui se passe. Et il faut comprendre ce qui se passe en allant là encore au-delà de l'écume des choses, au-delà des petites vidéos qui circulent, au-delà des petits journaux qui sont à l'écorce de l'écorce. Il faut retrouver Hegel, il faut retrouver Marx, il faut creuser cette dialectique des forces productives pour comprendre en quoi la politique Obama, totalement épuisée dans les restructurations nécessaires, était obligée de passer le témoin à Trump, qui va, pour la défense des intérêts généraux du gouvernement du spectacle mondial et de la classe capitaliste américaine, faire sur de nombreux domaines le contraire d'Obama, mais pour mieux préserver la même machinerie capitaliste, bien évidemment.